Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour Elisabeth Martichoux. Député MoDem des Hauts-de-Seine, c'est vrai, et vous êtes un observateur avisé de la campagne, on va en parler. Mais d'abord, c'est au président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée que je m'adresse, Jean-Louis Bourlange. Êtes-vous inquiet de ce qu'il peut se passer dans les heures ou les jours qui viennent en Ukraine? Comment ne serait-on pas inquiet? On a vu Vladimir Poutine masser un dispositif militaire absolument impressionnant aux frontières de l'Ukraine, mobilisant des troupes qui viennent même d'Asie, de Mongolie. Enfin, il a mis vraiment des moyens considérables qui lui donnent une capacité d'intervention évidente, et le tout adossé à un discours politique extrêmement construit depuis des mois, disant qu'il faut reconstituer, enfin, je résume, mais disant qu'il faut reconstituer un ensemble, l'ensemble des terres russes autour de la Russie. Donc l'ambition géopolitique est là, les moyens sont là, le mobile existe. Le seul problème, c'est que cette offensive comportera pour lui un risque important, des inconvénients. Il mesure le risque, mais le problème, c'est que s'il ne fait rien, il perd la face. Alors, il aura attendez, mobilisé tout un tas de choses et en réalité, il aura plutôt reculé qu'avancé. Et ça, c'est très très dangereux parce que ça pousse au crime. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on est un peu dans la tête de Poutine quand même. Vladimir Poutine, si c'est possible. Très peu compétent pour être dans la tête de Poutine, mais enfin, heureusement pour moi. Tout dépend de lui. D'abord, oui, tout dépend de lui. Absolument, de lui et de lui seul. D'accord. Ensuite, s'il y a une offensive, il ne va pas nous prévenir avant. Donc, ça peut intervenir n'importe quand, comme le disait le porte-parole de Washington hier soir. Les Américains jouent un jeu assez curieux dans cette affaire. Ils ont évidemment des tas de renseignements, parce qu'ils écoutent tout partout. Ils ont un budget d'écoute extraordinaire. Il n'y a pas une conversation qui leur échappe sur toute la planète sur ces sujets-là. Et donc, dès qu'ils ont l'information, ils la mettent sur la table. Ce qui est agaçant pour Poutine, parce que toutes ces intentions, toutes ces hypothèses sont immédiatement sur la table, ce qui l'oblige à réagir en disant « mais non, les Américains hystérisent ». Cela dit, il semble bien que, alors, nul ne sait le jour ni l'heure, mais il semble bien que les troupes, les forces russes soient en situation d'agir à tout moment. Alors, on ne sait pas ce qu'ils voudront faire, on ne sait pas comment ils voudront agir. Ils peuvent agir à tout moment, ça vous l'avez rappelé, tout est en place. Est-ce qu'ils le feront? Il y a encore un peu de suspense, mais ce que je voudrais comprendre, c'est, on a beaucoup dit, il y a un enjeu de sécurité pour Moscou, qui ne veut pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. C'est un faux objectif, ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Et qu'est-ce qu'il y a du coup? Qu'est-ce qu'il veut? Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à négocier? L'idée, Poutine dit la Russie est menacée. C'est totalement faux. Mais qui peut imaginer un seul instant que l'Union européenne représente une capacité, et même les États-Unis, qui étaient entièrement, comme vous l'avez vu, faisaient le pivot, tournés vers le Pacifique, tournés vers la confrontation avec la Chine, inquiets par le destin de Taïwan, etc., et qui viennent de se replier d'Afghanistan, comment imaginer que les Américains et les Européens représentent la moindre menace? Et ce que nous lui disons, c'est pourquoi Emmanuel Macron est allé à Moscou, c'est pourquoi Scholz va aujourd'hui fait la même chose. On lui dit, si vous avez un problème de sécurité, on cause. On cause, on trouvera un système pour vous garantir, on trouvera, à condition que vous garantissiez plus efficacement les frontières de l'Ukraine, que vous ne fassiez pas l'escalade, on va raisonner sur un système de sécurité, sur les armes nucléaires stratégiques, START, sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, sur les armes conventionnelles, tout ça c'est sur la table. Mais c'est pas ça son but. Vous me posez la question des buts, il y a deux autres buts. Il y a d'abord la crainte de la contagion démocratique et économique de l'Ukraine. Si l'Ukraine fait à peu près le même parcours que la Pologne, c'est-à-dire un parcours assez réussi en termes de percée économique, de développement social et de développement démocratique, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec les dirigeants polonais actuels, on a quand même une vraie concurrence pour les Russes. Il ne veut pas de nouvelle Pologne. Il ne veut pas de nouvelle Pologne. Et puis, troisièmement, il y a l'ambition géopolitique. N'oubliez pas que Poutine, avec pas mal de succès, a pris le contrôle d'une partie de 3 territoires nationaux, la Géorgie, l'Ukraine, et la Moldavie, et que d'autre part, il s'est posé avec beaucoup de force en protecteur de la Biélorussie, qui est sortie de sa neutralité.
C'est en fait la Russie qui se rapproche de l'OTAN dans cette affaire, parce que la Biélorussie était neutre. Elle est sortie de sa neutralité et c'est devenu un satellite stratégique des Russes qui massent... Ouais. Et donc, cette situation est tout à fait... Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec l'Ukraine, Jean-Louis Borloo? Il veut annexer l'Ukraine? Alors ça, c'est l'un des grands mystères. Sauf qu'on ne parle pas assez ni des formes de la guerre, ni la forme que peut prendre la guerre, ni des objectifs. Les objectifs, soit prendre le contrôle du Donbass, ça n'a aucun intérêt puisqu'il l'a déjà. On va voir la carte d'ailleurs. Oui, on va voir la carte. Effectivement. On voit bien les Français sont meilleurs en histoire qu'en géographie. Voilà. Français alors, sur ce point. Parlez-nous du Donbass. Pourquoi? Parce que le Donbass, c'est déjà contrôlé pratiquement par des éléments pro-russes. C'est pas une région très dynamique. En revanche, il a certainement envie de faire, ça c'est l'objectif que je qualifie presque de minimal, de faire la liaison entre le Donbass et la Crimée, de couvrir tout ça. Le second objectif, c'est de prendre le contrôle de l'Ukraine, pas de l'envahir, pas de l'annexer. L'annexer, c'est embêtant parce que ça fait des électeurs. Il n'est pas très à l'aise électoralement en Russie. Il aurait des électeurs qui seraient vraiment très hostiles. Oui. Donc, il préférera un régime de type, oui. Vous voulez dire placer un homme à lui, un peu comme Loukachenko. Ça reviendra un peu au même. Et il y a quand même une grande tradition russe en Ukraine, même si elle a été très contrariée par l'agressivité des Russes au cours des 15 dernières années. Il y a eu les élections de 2004, c'était des élections assez équilibrées entre les pro-russes et les non pro-russes. Et puis, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'il veut faire de la Moldavie? La Moldavie, c'est un petit pays courageux, avec une présidente héroïque qui lutte pour l'indépendance, pour la démocratie et contre la corruption. Or, ils occupent déjà une partie de la Moldavie. Il en veut à la Moldavie? Oui, il occupe déjà une partie de la Moldavie et il pourrait essayer de... Il ne touchera pas à tout ce qui est dans l'OTAN. Et puis, dernière chose, les Chinois peuvent avoir envie, je ne pense pas d'engager une preuve de force réelle sur Taïwan, mais malgré tout de faire tout un tas de buzz militaires, des manœuvres navales, aériennes, des transgressions d'espace aérien au même moment. Donc on est dans une situation très dangereuse et les formes de la guerre, on ne les connaît pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par les formes de la guerre? Tout a changé dans les systèmes d'armement. On ne va pas faire la guerre comme en 1940 en commençant par pilonner les aéroports. On va sans doute commencer, s'il y a une guerre, par une cyberattaque de grande envergure. Ce serait ça le premier indice des hostilités éventuellement? Je pense que ça ne sera plus qu'un indice, parce que si on fait une cyberattaque massive sur l'Ukraine, ça désorganisera l'ensemble des services. C'est sans doute ça qui explique l'attitude des Américains. Une cyberattaque, quelles conséquences ça aurait sur l'Ukraine? Plus rien ne marchera. Il n'y aurait plus d'avions, ne pourrait plus atterrir, tous les hôpitaux seront en situation impossible, l'administration sera court-circuitée. Non, ça sera Ils ont les moyens de faire ça on le sait. Moi, alors c'est pas à moi, je suis vraiment pas un spécialiste de la cybertechnologie, mais les spécialistes le disent. Et puis ensuite, la guerre, est-ce que la guerre sera terrestre? Je pense, les experts disent qu'elle sera plutôt aérienne, parce que voyez-vous, l'armée russe est composée de conscrits. Les conscrits, ils n'ont pas tellement envie de se battre contre des Ukrainiens qui étaient très proches d'eux, etc. Déjà dans le passé, quand ils sont intervenus en Tchécoslovaquie ou ailleurs, ils étaient complètement étonnés parce qu'ils croyaient qu'ils allaient sauver la Tchécoslovaquie et ils s'apercevaient qu'ils étaient reçus comme des agresseurs. Donc, il est probable que l'arme aérienne sera très fortement utilisée. Et puis l'arme politique, les Russes, ils savent faire des coups d'État. Ils savent faire, ils ont une grande technique. Et ça peut être dans les heures, les jours qui viennent? Ça peut être, alors ça, moi je n'en sais rien. Les Américains communiquent des informations, il n'y a pas de raison de les mettre en doute. Parce qu'on parle de demain. Oui, alors demain. Oui, c'est très dangereux. Oui, alors comme ils disent demain, ça ne sera pas demain. Ça sera pas demain. Puisque Poutine ne peut pas rentrer dans c'est ça l'astuce américaine. C'est que Poutine ne peut pas rentrer dans le champ de prévision des Américains sans perdre la face. Alors, ils n'ont qu'à dire que tous les jours, Poutine va arriver. Ça n'arrivera jamais. Je plaisante, ça c'est la situation. Comme les crises financières. Il y en aura une, on ne sait pas quand. Oui. Ah bon. Non, mais je plaisante, mais c'est la situation ne prête pas du tout à rire, parce que vous êtes en train de nous expliquer que tout dépend de cet homme fort de Moscou. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que l'Union européenne pèse en quoi que ce soit
L'Union européenne, ça pèse comme une menace, un contre-modèle. Je crois que c'est très important. On voit d'ailleurs tous les amis de Poutine sont des autoritaires, des gens qui sont hostiles aux droits politiques, qui sont... et nous représentons vraiment un contre-modèle qui est contagieux. Vous savez, il ne faut pas croire que les Russes n'aiment pas la démocratie. Moi, j'ai vu des peuples très pauvres. Je me rappelle un voyage au Cambodge où les gens, on leur avait promis, il y avait une mission de l'ONU. Les pauvres paysans cambodgiens faisaient 3 heures de queue pour s'inscrire sur les listes électorales. Les gens aiment la démocratie. Poutine le sait. Et Poutine est un homme qui a peur. Il a peur notamment, regardez, il a peur du Covid, par exemple. Oui, ça, oui, c'est donc un homme qui a si peur. Nous sommes tous menacés par le Covid. Lui, manifestement, c'est une peur assez névrotique. Et ça traduit quand même un climat d'inquiétude. Or, l'inquiétude est mauvaise conseillère. C'est un peu ce qu'a laissé entendre Emmanuel Macron après les plus de 5 heures. Et il a dit qu'il avait vu un homme inquiétant. C'est pas le mot qu'il a utilisé, mais... Alors, on ne sait pas, mais ce qui est certain, c'est que le système de pouvoir de Poutine est extraordinairement névrogène. Il est tout seul, avec des services policiers, des flics, des militaires qui lui obéissent. Tout le monde lui obéit, pas de conseiller, pas de décision collégiale. Donc tout est dans la tête de Poutine. Oui, alors, dans la tête de Poutine, si jamais il appuyait sur le bouton... sur le bouton, je ne crois pas à non, mais la pas menace nucléaire. Non, c'est une formule pour dire si jamais il lançait la cyberattaque ou l'attaque aérienne. Bref, s'il passait à l'acte, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, on a vraiment, Biden l'a dit clairement, de toute façon on ne peut rien faire sans les États-Unis, c'est évident, l'OTAN. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et Biden a laissé entendre qu'on ne ferait rien militairement, rien comme d'habitude, comme disait Claude Chesson. En revanche... Rien comme d'habitude. Oui, c'était la phrase de Chesson sur la Pologne. Si les Russes entrent en Pologne, que fera-t-on ? Et Chesson avait dit en 81, rien comme d'habitude. L'ancien ministre et il m'avait dit, j'ai dit ça... par bravade, parce que je trouvais que c'était honteux qu'on ne fasse rien. Là, on ne fera rien militairement, c'est évident. D'ailleurs, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, et si elle n'est pas dans l'OTAN, c'est précisément parce qu'on ne veut pas être attiré dans un conflit de cet ordre. Mais on prendra des sanctions, et là, on a quand même des moyens assez importants si nous sommes cohérents. Et si nous sommes en cohésion, on a quand même des moyens. J'en vois. Il y a le problème du gaz. Ça, c'est la grande discussion. Et là-dessus, je pense que le chancelier fédéral a des choses à dire, parce qu'il faut qu'il dise à Poutine qu'il n'est pas dans la main de Schröder, si vous voulez. Si on interrompt Vous dites Schröder parce que Schröder il a parti lié avec Gazprom. Schröder et c'est l'ancien chancelier. L'ancien chancelier social-démocrate et qui est l'un des patrons de Gazprom et qui joue dans la main de Poutine. Mais effectivement, si on interrompt ce canal, l'autre canal, ça passe par l'Ukraine, on crée une situation très très difficile pour les Russes. Et puis SWIFT aussi. Est-ce qu'on peut asphyxier la Russie, comme par exemple on l'a fait avec l'Iran, où les sanctions quand même internationales l'Iran, ont beaucoup pesé. Ce qui sera décisif, semble-t-il, c'est le fait d'exclure les banques russes du système SWIFT de régulation interbancaire. C'est ce qu'on a fait à l'Iran. Ouais, ça, c'est extrêmement asphyxiant pour les activités commerciales, économiques, etc. Plus, évidemment, les sanctions personnelles adressées aux dirigeants. Mais ça suppose, de la part des Européens, beaucoup d'unité, beaucoup de constance, une capacité à accepter des sacrifices, parce qu'il y aura des contre-mesures. Donc, c'est un vrai défi. Je vous entends, et ça veut dire, c'est pas sûr que ce soit le cas. On fera de toute manière des sanctions, mais le degré de sévérité des sanctions, leur permanence, ça sera... En fait, il faudrait aller au-delà de ce qui est... Pour Poutine, c'est un élément de décision. S'il sent que l'Europe est fragile, divisée, que l'Occident, ce qui n'est pas le cas actuellement, l'Europe est relativement unie, nous sommes unis avec les Américains, et c'est un grand échec. Le problème de Poutine, c'est que s'il ne fait rien, c'est un échec. Il a remis les Américains en Europe alors qu'ils voulaient en partir, il a réactivé l'OTAN qui était en mort cérébrale, et la Suède et la Finlande veulent y rentrer, il a créé un nationalisme ukrainien anti-russe, donc c'est tout perdu s'il ne fait rien. C'est ça le danger. C'est ça que vous aviez commencé par ça, et on va finir comme ça, mais en fait, il ne peut pas ne rien faire.
Il ne peut pas rien faire. Il ne peut pas reculer. Il peut pas reculer. Il faut effectivement, je ne Dans sais sa pas, tête, les hein, risques, dans sa quand même, logique. les risques pour le peuple russe, pour l'économie russe, sont très grands d'un retour à la guerre froide. Et en plus, il aura durablement une Europe de l'Ouest dressée contre lui. Non, mais dans sa logique, il ne peut pas reculer dans sa donc logique. c'est pour ça qu'on a raison de parler avec Poutine, que Macron a eu raison d'y aller, que Scholz a raison d'y aller. Il faut lui dire, écoutez, cher Vladimir, si vous avez, nous avons eu tort, nous avons eu un tort, c'est de dire que la porte de l'OTAN était ni ouverte ni fermée, mais entrebâillée. Oui. Les Allemands et les Français ont toujours été hostiles à ça. À Bucarest, on a dit non, il ne faut pas que l'Ukraine entre. Mais là, on peut donner des garanties, on peut donner un statut à l'Ukraine, on peut construire une architecture de sécurité qui lui permettra de sauver la face. Mais c'est pas gagné, c'est ce que vous dites compte tenu de la logique de Vladimir Poutine. Plusieurs candidats à la présidentielle en France sont assez, pardon pour barbarisme, poutiniens. Ils soutiennent Poutine, ils disent qu'Emmanuel Macron a abîmé la relation depuis 3 ans. J'entendais Valérie Pécresse dire ça avec Vladimir Poutine. C'est quand même absolument incroyable quand on voit, j'ai rappelé tout à l'heure, toute l'activité de Poutine, la façon dont il a pris en main les choses. J'entendais un de vos confrères tout à l'heure dire c'est l'hystérie américaine qui explique la baisse des marchés financiers. C'est incroyable, c'est quand même une opération offensive de Poutine avec toute cette organisation. Oui, mais la position de ces candidats. Donc on n'a rien abîmé du Marine tout. Le Pen, Moi, je trouve que les dirigeants français, les dirigeants sérieux, je pense surtout à Valérie Pécresse, parce qu'on sait bien que c'est quand même la principale opposante à Emmanuel Macron, devraient non pas soutenir le président, c'est pas ça, mais devrait être solidaire des positions françaises. Ce que représente Macron actuellement, c'est-à-dire le mélange de lucidité sur le danger de Poutine et la volonté de continuer la discussion, la négociation pour éviter la guerre, c'est ce qu'il faut faire. Alors, la campagne, un mot. Valérie Pécresse subit des attaques depuis son meeting au Zénith dimanche, où elle a parlé de grands remplacements. La phrase exacte, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité ni au grand déclassement, ni au grand remplacement, a-t-il lancé. Est-ce que vous comprenez la polémique ? Je crois que non, moi je ne suis pas. Je suis relativement modéré là-dessus, parce que je trouve que la phrase n'est pas en soi grave. Elle indique quand même que le grand remplacement, le thème de Zemmour, est un thème dont elle reconnaît la validité. Moi, ce que je lui reproche, c'est franchement d'avoir dit qu'elle comptait sur Zemmour pour voter pour elle au second tour. Ça, je trouve que c'est grave, parce que ça veut dire qu'elle se situe, si elle est confrontée à Emmanuel Macron, elle se situe dans une continuité idéologique par rapport à Zemmour, et ça, c'est grave, parce que Zemmour est vraiment un adversaire de la démocratie libérale. De laisser entendre qu'elle attend le vote. Oui, qu'elle attend, qu'elle a demandé si Zemmour voterait pour elle, de même que je trouve qu'elle a tort de ne pas avoir mis les points sur les i vis-à-vis de M. Ciotti, qui a dit qu'entre Macron et Zemmour, il voterait plutôt Zemmour. Je crois que c'est très grave. Zemmour a franchi la porte du pacte républicain qui a été constitué au début de la Troisième République, qui a seulement été mis en cause par Pétain à un moment, mais rétabli par De Gaulle en 1945. Ce pacte républicain, il est fondamental. Et alors, ça, je trouve qu'elle fait une espèce de danse, de pas de deux, d'équilibre entre Zemmour et Macron. Or, je pense qu'il n'y a d'avenir pour la France et pour elle que si on est clairement dans le camp républicain. Éric Zemmour, qui, par la voix de Guillaume Pelletier, fait savoir ce matin qu'il a eu Donald Trump au téléphone. Ils se sont parlé et Donald Trump lui aurait dit, c'était hier en fait, lui aurait dit « tenez bon ». J'espère que ça ne va pas lui donner l'idée d'envahir l'Élysée comme Trump a voulu envahir le Capitole. Voilà, ça c'est la punchline. Encore un mot, juste sur les parrainages, Jean-Louis Bourlange. Oui. Il faut que Zemmour... Alors, Zemmour dit d'ailleurs qu'il a ses parrainages, lui.
Donc, il serait hors Écoutez, d'affaires. j'en sais rien, c'est pas... Hors de danger, pardon. Mais d'autres, comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, se plaignent de ne pas les avoir encore. Il faut absolument qu'ils les aient. Oui, Le MoDem est prêt à les aider? Pas le MoDem, simplement des députés. Enfin, Bayrou a pris cette initiative. Je crois qu'elle est parfaitement juste. Ça serait une catastrophe démocratique si l'un des trois candidats, j'ai bien montré que je n'étais pas d'accord avec Zemmour dans les réponses que je vous ai faites, mais si l'un des trois candidats qui représentent une vraie sensibilité, plus de 10% des Français, Zemmour, Le Pen ou Mélenchon, n'était pas en mesure de figurer à l'élection. Ce serait pour le peuple une gifle qu'on ne peut pas. Alors il faut l'aider. Moi j'ai envoyé Votre parrainage? J'ai pas envoyé mon parrainage, j'ai envoyé mon engagement à l'association pour la démocratie en disant le moment venu, c'est-à-dire on verra ensemble à qui il manque des parrainages et on fera ce qu'on peut dans la mesure où nous aurons un stock de signatures de parrainage disponibles pour éviter cette véritable catastrophe démocratique que serait l'élimination a priori hors de tout contrôle populaire de candidats significatifs. Voilà, c'est dit. Vous votez Emmanuel Macron. Ah, ça, je vote Emmanuel Macron. Merci Jean-Louis. Sans problème. Merci Jean-Louis Bourlanges d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous.